Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. À près de 85 ans, je suis sollicité pour rédiger des souvenirs, mes mémoires concernant mon appréhension de la situation que j'ai trouvée lors des événements de la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement celle de la découverte de la France après mon exil d'Autriche en 1938. Me voilà devenu historien après avoir tâté de la science médicale, de la sociologie et de la philosophie morale. Je suis préoccupé jusqu'à la déraison par mon attachement au dépistage sur mon passé, par la découverte de cette discipline entièrement nouvelle pour moi, mais délaissée durant mes études. Elle m'apporte nouveauté, surprise, étonnement et excite ma curiosité. L'exploration de mon passé me conduit à travers des sentiers cachés, obscurs, énigmatiques et mystérieux vers des zones tantôt nébuleuses, tantôt ensoleillées. Les premières relèvent des souvenirs autrichiens, les secondes de celles de la Riviera française. Cette distinction climatique s'est associée à un dépaysement culturel. J'ai dû l'assumer entièrement pour éviter la sensation d'estrangement, si bien décrite par Carlo Ginzburg dans les 9 essais qu'il a consacrés au point de vue en histoire. Les souvenirs ne doivent pas être perdus pour la postérité. Mon âge respectable fait de ce témoignage, en raison de son synchronisme avec les événements de la guerre mondiale, des révolutions, en particulier du nazisme et du fascisme, sans oublier le bolchevisme, une pièce de choix dans la construction de l'histoire du XXe siècle. Il vaudrait mieux dire de ma construction. Je n'ai pas la prétention d'imposer au lecteur ma seule et propre conception de l'histoire contemporaine. Encore moins celle des événements politiques sur lesquels mon cerveau d'enfant n'avait posé qu'un regard enfantin, fait de rêves et d'affabulations. On peut m'attribuer une certaine spécialisation dans l'historicité des approches de ce conflit. Ma présence au plus proche des événements ayant conduit aux remaniements brutaux imposés par les envahisseurs et tyrans du XXe siècle, m'y autorise. Je reviendrai à cette notion ultérieurement. La position de l'observateur joue un rôle capital dans la compréhension des événements auxquels le témoin a eu accès, ou s'est ouvert un accès. Il endosse une fonction comparable à celle des journalistes, des photographes ou des reporters envoyés sur des théâtres d'opérations militaires pour décrire les situations respectives des participants à des événements publics ou privés, civils ou militaires. Une autre remarque préalable à la lecture de cet ouvrage doit tenir compte des mécanismes de la mémoire et du rappel des souvenirs. Le déroulement de ces derniers n'obéit pas à une règle chronologique, à un défilement diachronique. Ils surgissent à l'improviste, ne se conforment pas à une logique imposée par la temporalité des références prélevées dans l'espace et le temps, mais à un déclenchement aléatoire piloté par les émotions, la vie affective, la subjectivité de l'historien. Nous attendons de l'histoire une certaine objectivité, déduite d'une pensée méthodique, mise en ordre, rationnellement analysée, comprise intellectuellement et ce qu'elle peut ainsi faire comprendre. Mémoire et souvenir. Quand cette opération a été réalisée, le souvenir est prêt à être stocké puis disponible pour un rappel. À condition d'être extrait du dossier des réminiscences archivées dans les sites du système nerveux réservés à cette fonction. Les neurosciences ont interrogé les capacités du cerveau à récupérer des données à partir de la mémoire. Elles n'ont guère réussi à dévoiler en même temps l'origine et les mécanismes impliqués dans l'actualisation des éléments enfouis dans les profondeurs de la conscience. On appelle ce type de souvenir la mémoire implicite. Elle intervient lorsque des influences s'exercent sur des personnes sans qu'elles soient conscientes qu'elles sont placées sous l'emprise de faits qui se sont déroulés autrefois, et qui reviennent à la conscience par l'intermédiaire de la mémoire. De même en est-il de la différence entre souvenirs conscients et habitudes apprises qui exercent leur effet par l'intermédiaire d'un comportement inconscient. Cet attribut conduit à l'initiative d'un classement des formes de la mémoire parmi lesquelles on dénombre les idées, les sentiments, les automatismes et les habitudes. Ces dernières peuvent être acquises par un processus dérivé de la notion du savoir comment, relatif aux actions à entreprendre. Elles dépendent d'un mécanisme connu sous le nom d'image en miroir. Celle-ci permet d'accéder à un type d'apprentissage, comme celui de faire du vélo, d'écrire à la machine, de résoudre un puzzle. Le monde inconscient de la mémoire implicite diffère de celui de l'inconscient, si cher à Freud. Dans ce dernier,
Les souvenirs inconscients se réfèrent à des entités impliquées dans un combat contre des forces de répression qui proviennent d'expériences anciennes marquées par des situations conflictuelles. Nos structures cérébrales doivent s'adapter en permanence aux circonstances régies par notre environnement. Quand elles persistent, elles risquent d'affecter nos pensées, nos jugements et nos comportements par des voies surprenantes, toujours et continuellement en cours d'investigation. Elles peuvent se présenter à notre conscience de manière si fugace, qu'on n'a pas hésité à leur attribuer le terme de mémoire éclair. Comme si les événements vécus à cette occasion avaient été gelés et mis à l'abri des ravages du passage du temps, des érosions et des dégradations infligées à la conscience au fur et à mesure que cette dernière se détériore au cours du passage du temps. L'impression laissée par la succession de tels incidents est si percutante que ses conséquences se répercutent sur la validité et l'exactitude des faits enregistrés. Conséquences des tensions politiques. Les événements passés introduisent des tensions entre les peuples, les idéologies, les valeurs jusqu'à aboutir à des explosions de conflits. Pas n'importe lesquels. Ceux qui ont trait à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, celle qui s'est soldée par plus de 50 millions de morts. Cette statistique concerne le monde en général. Si on la stratifie, on pourra apprendre que certaines communautés ont payé un plus lourd tribut que d'autres à la guerre, la résistance, le terrorisme. C'est le cas notamment de la Russie, ancienne URSS, de l'Allemagne, principale responsable des conflits du XXe siècle, sinon de l'Autriche, pays de naissance de Hitler, et de moi-même, et à ce titre et à bien d'autres, co-responsables de la boucherie des années 39 à 45. Ces nations se sont illustrées par leur acharnement dans les affrontements militaires et civils, et l'importance des forces armées engagées dans les batailles menées au cours d'une guerre partie d'Europe pour gagner l'univers tout entier. Certains des pays impliqués dans les massacres de masse n'ont pas hésité à jouer les victimes au nom des frustrations et souffrances qu'ils auraient endurées à l'occasion des conflits supportés, ou plus ou moins intensément vécus. Il n'est pas certain que ce bilan très lourd ait été de nature à assagir la fureur des belligérants, ni à calmer leur ardeur guerrière. Des deux côtés, la quantité des forces engagées dans les combats explique les saignées laissées au sein des forces vives d'ennemis mus par des causes, des chefs et des idéologies si agressives et crédibles, que les habitants de ces nations sont allés jusqu'à l'épuisement de leurs forces et de leurs ressources humaines et matérielles. Elles tentèrent d'imposer leur vision de la société et de la place qu'elles consentirent à accorder à leurs citoyens dans la conduite et la réalisation des guerres successives menées sur leur territoire, ou celui choisi pour satisfaire leur soif d'extension ou d'annexion. Il s'agit de celles menées au nom de la colonisation, de l'imposition par la force du bonheur apporté aux êtres humains par le biais d'idéologie, de philosophie ou de mystique. Elles se devaient d'être véhiculées par les grands rassemblements, générant des comportements mimétiques. Ceux-ci sont travaillés par les angoisses de l'isolement, des particularismes des peuples affaiblis et fragilisés par les insuffisances de l'éducation, des savoirs et de l'individualisation. Même l'Amérique s'est mise à adopter une attitude agressive vis-à-vis de sa place dans le monde, par la voix du tout récent président élu. Il parle d'une Amérique à considérer comme priorité absolue, dans l'esprit de ses citoyens. Cette place doit être gagnée et préservée dans tous les domaines depuis la production, l'économie, les finances jusqu'aux nouvelles relations proposées avec d'autres États ou communautés d'États. Que dans cette énumération, il est plus ou moins volontairement oublié les arts, la culture, l'esthétique sinon l'éthique est à mettre davantage sur le compte de la formation personnelle de ce nouvel élu que de la véritable perception qu'en a le peuple. On appelle cette conduite le popularisme. Aucun accord ne s'est encore ébauché, ni soudé sur la définition de ce terme. Il est devenu le four et out de toutes les oppositions à la société bien pensante, et à ce qu'il est convenu d'appeler les élites. Sans oublier que le nouveau leader de la pensée politique américaine ne cesse de répéter à qui veut bien l'entendre que désormais, la parole est donnée à l'Amérique, demeurée trop longtemps silencieuse. Elle aurait été blessée par le développement fulgurant de la mondialisation, la vitesse excessive des évolutions mentales et technologiques, et à leur incapacité à réagir aux innovations scientifiques et technico-commerciales quand elles sont devenues les rivales féroces de la compétitivité exagérément agressive des nouvelles superpuissances. Son premier acte a consisté à retirer le droit à la santé pour tous.
Il avait été tout nouvellement introduit dans la législation par son prédécesseur. Qu'on ait demandé aux citoyens s'ils pensaient que c'est ce dernier qu'ils souhaitaient obtenir en priorité ou en urgence, ouvre un autre débat. La réponse à la question de la libéralisation des mœurs ne s'est guère fait attendre quand on a vu les Allemands de l'Est franchir par milliers le mur de Berlin. Cet événement a mis le terme que l'on sait à la survie de l'URSS, animée par l'espoir insensé en une idéologie incarnée par une gérontocratie à l'agonie. Auparavant, ce furent des massacres sans pause, des luttes incessantes, sans répit, utilisant des armements de plus en plus sophistiqués pour tuer, exterminer, faire table rase du vivant pour ne laisser subsister que des terres brûlées, sur lesquelles même les animaux ne trouvaient plus les aliments indispensables à leur subsistance et à leur survie. Alternativement et successivement, l'un et l'autre voulaient saisir l'autre à la gorge, pour le vaincre dans des combats sans répit. C'est ainsi que les témoins de ces mises à mort ont pu constater des affrontements comme ceux de la bataille de Stalingrad. Elle avait marqué le point de non-retour de la guerre entre le communisme et le nazisme sur un champ de bataille blanchi par la neige de l'hiver russe et copieusement arrosé par le sang des soldats de la Wehrmacht et ceux de l'armée rouge mélangeant leur sang encore tiède dans des affrontements de corps à corps. Elle s'est terminée par la reddition de larges fragments de l'armée allemande, immobilisée par le gel, l'absence de nourriture et de combustible pour alimenter les moteurs des engins de guerre condamnés à patauger et s'embourber dans l'immense territoire soviétique. Jusqu'à cet épisode pourtant, les choses s'étaient plutôt engrangées de façon moins spectaculaire depuis le début d'hostilités inaugurées par les conquêtes fulgurantes de territoires alternant avec des avancées si rapides et impressionnantes, que même les responsables stratégiques de ces mouvements s'étonnaient de la facilité de leurs manœuvres au cours de ces affrontements. Ce déséquilibre était mis sur le compte de l'impréparation des puissances, impuissantes à résister à la guerre éclair imaginée par les nazis. Même les géniaux stratèges placés à la tête des troupes supposées défendre les territoires attaqués avaient été surpris par les moyens mobilisés pour tuer, conquérir et vaincre. Une guerre ennuyeuse. Pourtant, tout avait bien commencé dans une guerre devenue mondiale par le jeu des alliances européennes. On s'ennuyait sur un front immobile, où chaque belligérant campait sur ses positions dans une posture statufiée. Cette lenteur, confinant parfois à l'immobilité sinon à l'immobilisme, cette inertie présentait deux faces. L'une donnait l'illusion que les batailles prendraient une forme plus ou moins douce, où la lenteur prendrait le pas sur la fulgurance et l'explosion. L'autre s'ajoutait à cette perspective en faisant espérer aux soldats engagés dans cette aventure que le retour à la maison, dans la chaleur du foyer et la reprise de la vie familiale, serait pour demain au terme d'une brève excursion dans un paysage connu que l'on saluerait comme lieu de villégiature au terme de vacances bien méritées. C'est dans ces conditions et à l'aube de la déclaration de guerre, suivie de la drôle de guerre, que je débarquai à Nice en cette veille de Noël de l'an de grâce 1938. Cette arrivée dans la capitale de la Côte d'Azur avait marqué le terme de l'errance de ma famille, inaugurée en septembre de la même année par le départ vers l'ex-Yougoslavie, l'Italie et enfin la France. Dans l'enthousiasme d'avoir accompli l'exploit d'échapper à la soif de meurtre d'Hitler, d'être enfin arrivés sains et saufs dans le pays de la liberté et des droits de l'homme, nous avons couru vers la mer Méditerranée. Elle se présentait sous l'ornement le plus représentatif pour l'époque, le casino de la Jetée Promenade. De là nous aperçûmes de loin enfin les courtes vagues de la Méditerranée, plus nerveuses que la houle de l'Atlantique. Cette construction n'avait rien d'original. Des modèles identiques en avaient été édifiés depuis longtemps sur les côtes sud de l'Angleterre. Il ne nous a fallu attendre que quelques mois pour réaliser que ces impressions, l'émotion suscitée par la rencontre avec la liberté, allaient faire place à une période moins agréable. Méditerranée. C'est à partir de ce poste d'observation avancé que j'ai eu l'occasion d'observer les mouvements d'un monde que je ne connaissais pas, et qui s'était ouvert à moi sous sa forme la plus secrète, la plus cryptée. Il m'appartenait d'en déconstruire les éléments situés dans les profondeurs de la mer sous mes pieds, et au-dessus de moi, dans les airs d'où j'avais le loisir de guetter les aéronefs à l'atterrissage au bout de l'arc dessiné par la baie des Anges. Sur cette courbure se posaient les avions destinés à remplir la région niçoise des touristes venus d'ailleurs pour sentir les parfums des mimosas, des roses et des œillets. À cette époque,
J'ignorais tout de l'existence d'un Fernand Braudel qui avait avec élégance relié par l'esprit ce qui était destiné à l'être par l'histoire et la géographie. Mon inculture avait fait le reste. Une ignorance qui se développait à tous les carrefours, y compris ceux que je me mis à traverser près de l'école des hautes études en sciences sociales où j'atterrissais à l'issue de mon passage par la médecine, pour entamer la longue période de retraité au cours de laquelle j'eus la chance de pouvoir profiter des contacts avec le monde vu sous l'angle de la géographie et de l'histoire, voire de la religion, de la spiritualité et de la philosophie. C'est ainsi qu'insensiblement, je me suis orienté vers une nouvelle catégorisation de mon savoir, l'histoire. Elle s'est imposée à moi plus que je n'ai tenté de m'emparer d'elle. Pour en ouvrir les pages, je me suis autorisé à m'interroger sur l'authenticité, la conformité à la réalité et à la vérité des rapports et documentations utilisés pour construire à mon propre usage les événements jalonnant l'historiographie. Cette condition m'a paru déterminante pour en transmettre les éléments les plus saillants, en évitant qu'ils ne soient pollués par des parasites issus d'affects submergeant la réalité et de distorsions noyant la vérité. J'ai toujours été convaincu par la réalité des faits décrits dans les ouvrages d'histoire. Je leur vouais une confiance aveugle, sans m'interroger sur le mélange toujours possible entre réalité et fiction. En me penchant plus en avant vers les problèmes posés par l'historiographie, je me rendais compte que les auteurs d'ouvrages historiques pouvaient prendre des libertés avec la vérité et mêler en toute impunité la fabulation avec l'exactitude des faits décrits. À ce propos, il convient de s'adresser à Hume et à ses devanciers. Ils sont prêts à me faire connaître leur position sur la problématique de l'épistémologie morale. Comment répondent-ils aux questions sur la manière dont les êtres humains se rendent compte des événements ou acquièrent-ils un nouveau savoir ou une croyance, voire la conviction de faire le bien ou le mal ? Les théoriciens et les éthiciens prétendent que ces notions sont découvertes à l'aide de la raison, par la révélation divine, à l'aide de la conscience morale ou de la réflexion sur ses propres impulsions, ou encore par une espèce de sens moral fait de réactions émotionnelles consistant en approbation ou désaccord. Nous améliorons nos jugements sur le bien et le mal par l'expérience du plaisir de l'approbation ou du déplaisir induit par le refus, quand nous observons une de ces caractéristiques à partir d'un point de vue imaginaire, sensible ou impartial. Cette capacité à distinguer le bien du mal est-elle liée à une disposition particulière de notre nature humaine à distinguer la douleur du plaisir, ces ressorts de notre capacité à l'accord ou au rejet auxquels nous serions attachés par des exigences issues de notre nature humaine ? Ces dernières peuvent être naturelles ou conventionnelles. Doivent-elles être considérées comme des vices ou des vertus ? Est une autre question qui relève de la catégorisation de ces caractéristiques par les philosophies anciennes et modernes, selon qu'elles sont imputées à la notion de devoir ou à la loi naturelle. Espace et distance. La diversité de ces relations est devenue une découverte et un enchantement pour l'esprit largement immature dans lequel je végétais, aux confins des techniques de la cardiologie dite interventionnelle. Nous sommes loin dans cette évocation des distances entre cette avancée dans l'approche de la santé de l'homme et les révélations apportées par les progrès de la science, fut-elle consacrée aux réparations de la machine humaine. Il ne s'agissait plus de rétablir des continuités, d'ouvrir des perspectives mais de parcourir des champs de bataille avant l'ouverture des hostilités, comme on inaugure des monuments où on coupe les fils des espaces destinés à la célébration de cérémonies patriotiques nationales ou internationales. La guerre venait d'être déclarée par les alliés franco-britanniques aux puissances de l'Axe. Cette entrée en belligérance, crainte comme dramatique, a fait illusion pendant quelques mois. De la paix, nous sommes passés insensiblement à l'état de guerre puis à la drôle de guerre. Cette période fut marquée par une propagande des mots et des images rassurants sur la qualité et la puissance des armements engagés par les Alliés. Ils n'allaient faire qu'une bouchée des envahisseurs allemands, idée qui se traduisait sur les affiches par une rhétorique où dominait l'invincibilité et la solidité de la ligne Maginot, édifice rêvé comme infranchissable. Cette caractéristique se traduisit par une métaphore constamment reprise par le peuple. Il était assuré de la victoire non par des attaques répétées, mais par une défense inébranlable sur laquelle les Boches allaient se casser les dents. Ces dernières n'ont jamais été retrouvées au pourtour de cette ligne de défense faute de visiteurs volontaires pour en ramasser des échantillons,
comme on le fait dans les études archéologiques consacrées aux civilisations disparues. Tout était prêt pour accueillir comme il se doit l'éventuel envahisseur venu de l'Est. À ceci près, qu'il n'a jamais manifesté de curiosité dans ce sens. Il a préféré visiter les plaines du Nord plus accueillantes sur les routes desquelles aucun obstacle ne se dressait. On traversait plutôt des plats pays que des forts imprenables hérissés de casemates, mortiers, mitrailleuses et joyaux de l'armée française, le canon de 75 mm, capable de tirer 30 coups par minute avec une précision considérée comme redoutable, grâce à des plans de feu préétablis. Ces qualités n'ont jamais été mises en défaut. À ceci près que personne ne l'a attaqué faute d'avoir besoin de le faire. La route vers la France passait par des chemins plus longs et des paysages plus doux que les forteresses et installations supposées contenir l'armada nazie. Ce qui devait devenir une épopée se termina en promenade. Celle-ci fut marquée par l'immobilisme et l'ennui, faisant suite au peu d'enthousiasme qu'elle avait inspiré aux mobilisés partis à la guerre pour une aventure dépourvue d'objectifs, de patriotisme et d'idéologie. Je garde peu de souvenirs marquants de ces quelques mois de l'avant-guerre. Évidemment, on prit garde de ne pas me tenir au courant de la situation considérée comme impossible à être comprise par un enfant de 7 ans ayant changé de pays, de culture et de langue en l'espace de quelques heures. Les stratégies déployées, les tactiques sophistiquées mises à l'épreuve concernaient peu un enfant plus préoccupé du monde présent ici et maintenant, de ses réactions aux sensations immédiates qu'à celles liées au passé, à son intégration dans la mémoire et aux circonstances de son acquisition. Le contexte politique me laissa largement indifférent en l'absence de connaissances étendues dans ce domaine, et encore plus dans celui de la vie sociale, a fortiori politique. Comme à l'accoutumée, les adultes ne me firent la faveur d'aucune confidence capable de titiller ma curiosité. Cette génération tenait à laisser les enfants à l'écart des grands événements des adultes, pour focaliser leur curiosité sur les dessins animés ou autres spectacles plus spécifiquement produits pour cette catégorie de la population à laquelle tout accès aux préoccupations ou spectacles réservés aux grandes personnes avait été interdit. C'est dans ces circonstances que bien longtemps avant cette période, encore à Vienne, j'avais été emmené par ma mère à la présentation du dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains qui m'avait plus terrifié qu'enchanté. Ce spectacle avait lieu dans un cinéma où mon malaise ne cessait de se développer à la vision du défilé de personnages immenses s'agitant sans retenue sur un énorme écran, manifestement disproportionné avec la taille de mon corps, et plus encore avec le développement de mon esprit, toujours impliqué dans la construction de nouveaux réseaux de neurones. La salle obscure qui m'entourait avait créé plus d'épouvante que de joie. Ma consoeur viennoise et presque jumelle décrit une expérience similaire dans une salle obscure de Vienne, où elle avait vu le même film que moi, sans que cette première rencontre avec un dessin animé ait provoqué chez elle une émotion aussi répulsive que la mienne. Question de maturité peut-être si l'on admet l'hypothèse que les filles évoluent plus rapidement que les garçons, lors des premières expériences de la vie. Préalable méthodologique. Avant de poursuivre la rédaction de ces mémoires, qu'il me soit permis de revenir sur certains termes utilisés à profusion dans le texte soumis au lecteur de ces mémoires. Elles ne visent pas à être exhaustives. Elles ne concernent qu'une fraction de ma vie, celle qui a trait à la Deuxième Guerre mondiale. Ce découpage artificiel ne cherche pas à en limiter la portée, mais à en cerner les frontières historiques, chronologiques et heuristiques. Dire que cette narration a trait à ma propre historiographie vécue au cours de cette période limitée de l'histoire du XXe siècle, ne signifie pas qu'elle se borne à rapporter strictement les faits, les événements qui se sont produits au cours de cet espace de temps, à en décrire les acteurs vedettes, sinon quelques figurants. On ne saurait limiter une histoire strictement aux événements survenus pendant les années au cours desquelles ils ont été vécus par une population donnée. Le déroulement de la vie s'inscrit dans nos mémoires individuelles et collectives, bien au-delà et en deçà de leur advenu avec ses causalités et ses conséquences. Dès lors qu'une catégorie est définie, on ne saurait en exclure les tenants et les aboutissants au risque de les isoler de leur contexte chronologique, politique, sociologique, ni de tous les liens par lesquels ces éléments sont assemblés. C'est une autre manière d'évoquer les genres définis par Aristote lorsqu'il fait allusion à la substance comme le fera plus tard Spinoza, ou à la quantité et à la qualité,
aux relations, au lieu, à la position relative de l'observateur et de l'objet observé, à l'agir ou au subir. Objectivité et subjectivité en histoire. C'est le problème particulier de l'objectivité dans la catégorisation des âges de l'extrême jeunesse, à son symétrique de la vieillesse à l'autre extrémité de la vie. De nos jours, les personnes âgées sont refoulées de la vie, du moins de sa partie active. L'imposition de cette limite s'applique aussi, sinon plus, à leur existence, par une jeunesse et des adultes qui refusent de se regarder dans le miroir des plus âgés. Comme si cette répulsion concernait leur refus de vieillir et d'avoir à affronter les outrages, sinon les outrances de l'âge. Pourtant leur position mérite d'être redéfinie par la reconnaissance des avantages qu'elle leur confère au détriment des groupes les plus jeunes. Cette particularité avait été reconnue autrefois en raison de leur sagesse empilée avec les années, et acquise au fur et à mesure du passage du temps et avec lui, de l'accumulation des expériences vécues. Il s'agit maintenant de relever le défi d'accorder les résultats déduits à partir de ces acquis, grâce aux projets élaborés par les adultes en passe de devenir des seniors dotés de nouvelles connaissances, d'autres capacités, d'autres ouvertures au monde. Est-il vain de rechercher une objectivité compatible avec des comparaisons interpersonnelles ? N'y a-t-il aucun risque de déboucher sur le constat d'une incommensurabilité des valeurs ? Pour peu qu'on en néglige les conséquences ou qu'on affecte un rôle trop effacé à la position de l'observateur ? La réponse à cette question incite à adopter la solution de différents points de vue positionnels dans une société donnée, et à celle d'une évaluation transpositionnelle au sein de chacune des sociétés interrogées. Les écrits d'Amartya Kumar Sen, économiste et philosophe indien, prix Nobel de sciences économiques en 1998, sont aujourd'hui reconnus pour leur apport majeur à l'analyse des inégalités dans la société et au crédit accordé à ses théories philosophiques de la justice. Cet auteur a reçu le prix Nobel d'économie en 1998 pour ses travaux sur la famine, sur la théorie du développement humain, sur l'économie du bien-être, sur les mécanismes fondamentaux de la pauvreté, et sur le libéralisme politique. Parmi ses nombreuses contributions à l'économie du développement, Sen a étudié les inégalités entre les hommes et les femmes, qu'il dénonce en utilisant toujours un pronom féminin pour se référer à une personne abstraite. Professeur d'université à Harvard, il est l'initiateur de l'approche des dons et capacités par les capabilités. Pour lui, il faut prendre en compte moins ce que possèdent les individus que leurs capacités, leur liberté à utiliser leurs biens au bénéfice du choix de leur propre mode de vie. Les concepts de cette théorie comportent les modes de fonctionnement et les capacités, capabilities. Les premiers définissent l'état de l'individu, ce qu'il peut réaliser en fonction des biens qu'il possède comme se nourrir suffisamment, se déplacer sans entrave, savoir lire et écrire. Les secondes comportent toutes les combinaisons imaginables susceptibles d'être adaptées à l'aide des premiers, pour l'amélioration des conditions de vie. La capabilité est un vecteur des modes de fonctionnement exprimant la liberté, pour un individu, de choisir entre différentes conditions de vie. La valeur ajoutée à la notion de capacité pour étudier les problèmes de la pauvreté et des inégalités a déjà été soulignée, dans la mesure où elle a permis de mieux comprendre des problèmes autrefois réduits à la seule analyse en termes de revenus. De nombreux points méthodologiques nécessitent encore d'être sérieusement approfondis, notamment au point de vue de la formalisation des choix, de la sélection et de l'agrégation des modes de fonctionnement et de traitement des données subjectives. Pour ce faire, il importe d'analyser comment ces études peuvent intégrer la notion d'objectivité positionnelle et d'évaluation transpositionnelle, pour prendre en compte la diversité des valeurs individuelles sans tomber dans l'écueil du relativisme culturel. Ce qui n'implique pas de négliger l'important travail restant à faire pour mieux caractériser la notion de position, et mieux saisir sa signification dans le contexte éthique. Il s'agit en particulier de décrire et de définir les positions respectives des agents impliqués dans les faits sociaux. Ces termes se rapportent essentiellement à la relativité de leur jugement de valeur et de leur positionnement intellectuel, affectif, sociologique au sein ou à la tête des milieux où ils évoluent. Le critère de sélection raciale a été pendant longtemps affecté d'un pouvoir séparateur.
Ce furent les cas successifs des Irlandais perçus comme appartenant à un groupe racial différent des WASP à leur arrivée aux États-Unis, et qui n'étaient devenus blancs ou caucasiens qu'au cours du XXe siècle. Dans le second cas, il s'est agi des Juifs, How did Jews become white folk? À propos desquels l'anthropologue Catherine Brodkin Sachs, 1996, montre que les Juifs ont été historiquement racialisés de manière diverse, et que c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont progressivement été acceptés comme blancs, profitant d'un mouvement de mobilité sociale et résidentielle ascendant. Cette hypothèse est la plus favorable et la plus optimiste depuis l'évolution d'un antisémitisme qui avait droit de cité sous les régimes fascistes, voire communistes, et ne cesse de se rappeler à la mémoire de ceux qui en auraient oublié trop vite les méfaits, même après la disparition des promoteurs du nazisme. Matériaux de construction. Puisque je me suis attelé à la tâche d'organiser en mots et phrases la description des événements marquants de ma vie, autant m'instruire sur les caractéristiques des matériaux que je désire y placer. Ainsi, j'espère pouvoir préciser le contenu de ce chapitre. Il s'agira moins d'un choix neutre, potentiellement garant d'une objectivité à laquelle je reste particulièrement attaché, que d'un échantillonnage dont les éléments se bousculent entre eux dans ma mémoire pour entrer en compétition et figurer en tête de ma propre sélection entre des priorités. Si j'interroge les dictionnaires pour cueillir les fruits de leur définition, je tombe inexorablement sur l'histoire, résultat de l'agir humain et le discours qui s'y rapporte. On pense plutôt à une ou plusieurs enquêtes relatives à tel événement, aux dessous qui l'ont accompagné ou produit à partir des jeux des hommes au pouvoir, de leurs intentionnalités, de leurs objectifs officiels ou cachés. C'est ce que Machiavel appelle « les stratégies des hommes politiques ». La guerre dont j'ai vécu l'intégralité n'a guère manqué de ces dévoilements. La plupart ont été marqués par des stratagèmes dessinés pour tromper l'ennemi, le prendre en revers, attaquer son flanc le plus faible pour lui porter l'estocade finale comme dans un vulgaire jeu pour adolescents, maintenant matérialisé par le succès étonnant des jeux vidéo. De ces amusements, on a fini par s'écarter pour s'intéresser à la partie de l'histoire qui traite de sa philosophie, des mœurs, des coutumes et de l'esprit pour pénétrer plus profondément dans les mécanismes de l'agir humain. De cette partie, on pourra déduire le bon et le mauvais côté des choses selon qu'elles auront été classées dans le mal ou l'injustice et le bien ou la franchise. Peu d'hommes politiques affectés du rôle de décisionnaire empruntent cette conception pour manipuler et gouverner aux dépens des manœuvres destinées à tromper les vigilances, à simuler de fausses intentions, ou à exhiber des comportements vertueux pour signifier leur droiture et non leur aptitude à tricher. Idéalisme allemand. L'idéalisme allemand a développé de nouvelles spéculations qui méritent le titre de « philosophie de l'histoire ». Elles ont été inspirées de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique comme celle proposée par Kant, dans l'éducation du genre humain, par Lessing et dans la phénoménologie de l'esprit, par Hegel. De nos jours, l'accélération des changements entraînés par la civilisation moderne rend le monde plus étranger à l'homme. Il ne peut plus suivre le rythme effréné des changements intervenant sans cesse dans les technologies et les méthodes. Sa lenteur dans l'appréhension du suivi des évolutions ne lui permet plus de courir aussi vite que le font les courtiers en bourse, les technocrates dans la course aux modernisations des techniques, ou les concurrents en innovation dans la vitesse de la modernisation des produits. Cette compétition devient harassante pour la santé et dangereuse pour l'équilibre psychique. Elle entraîne un repli sur le passé tel qu'on peut en constater les effets dans les votes populistes observés dans des scrutins provenant de pays aussi divers que les États-Unis, certaines nations européennes ou d'autres laissés pour compte de la société, contraints de se réfugier dans les mirages de promesses électoralistes plus proches de l'affabulation que de la réalité, sinon dans l'enfermement sur soi. Il y aurait deux histoires au moins, celle de la mémoire collective, essentiellement mythique, déformée, anachronique, et celle des historiens de métier, vulgarisés par l'école, les médias mais qui n'immunisent pas les premiers contre la maladie du passé ou d'une image inconsciente d'un futur rêvé. Cette tendance est-elle susceptible d'affecter l'objectivité inconsciente et l'impartialité délibérée de l'historien embarqué sur les avenues du progrès? Une nouvelle qualification, l'historiographie. Me voici devenu sans y prendre garde historien de ma propre vie et de celle de mon environnement,
surtout des idées qui ne manquent ni de vigueur ni d'originalité dans la fin de ce siècle à la fois révolutionnaire et idéologique. Je viens d'entrer dans une discipline qui ne m'avait jamais séduit particulièrement. Je n'aimais pas le passé. Je détestais mon propre passé en raison des malheurs qu'il m'a présentés et fournis depuis ma prise de conscience des épisodes malencontreux ou malheureux de mon existence. Pour cette raison, je m'orientais plutôt vers l'avenir, le futur inconnu dont on peut toujours espérer qu'il apporte des lendemains qui chantent. Encore fallait-il que je traite le temps jadis avec circonspection et optimisme, pour éviter que ces instants de joie ne m'habituent à considérer la vie comme le passage d'un long fleuve tranquille. Ce déroulement n'est sans doute pas réservé aux individus nés sous le sceau du judaïsme monothéiste, pris en main par un Dieu irascible et vengeur. D'aucuns se félicitent que l'après-guerre ait apporté une longue période de paix contrastant avec les 2 guerres mondiales successives du XXe siècle. La longue phase de silence des armes qui l'a suivie ne saurait entrer dans la comptabilité des conflits, même si ces derniers étaient consacrés aux décolonisations, aux libérations des peuples ou à l'installation de régimes totalitaires. Notre attente d'une paix prolongée se fait impatience tant notre génération a souffert des privations, des exactions et autres brimades et oppressions. Elle relevait moins d'un état de guerre chronique que d'opérations visant à obtenir l'indépendance de nations maintenues sous le joug du capitalisme sauvage, des totalitarismes trop souvent sanglants ou des séquelles d'un colonialisme crypté. Quelle que soit son évolution, nous attendons de l'histoire une certaine objectivité. L'historien Marc Bloch, assassiné par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'appelle observation. C'est le terme exact, judicieux, utilisé quotidiennement par les médecins pour coucher sur le papier, et maintenant sur l'ordinateur, les détails du passé concernant l'anamnèse d'un malade. Certains préfèrent les appeler « traces du passé ». Par ce qualificatif, l'auteur de ce texte prend le parti de la reconstitution d'un événement à partir de laquelle il est permis et même souhaité que le document soit interrogé, forcé à parler lors de sa rencontre avec la personne chargée de mener l'enquête destinée à le comprendre et à l'expliquer. Il s'agira ensuite de l'entourer d'une conscience d'époque à nourrir avec les interactions, les relations en tous sens que l'historien, doublé en ce cas d'un scientifique sinon d'un humaniste, a conquises par l'analyse. En histoire comme en médecine, il s'agit d'une recherche qui s'éloigne de l'interrogation anxieuse pour rejoindre la volonté de comprendre rationnellement. Cette entreprise d'analyse, il s'agit de l'épurer de l'intrusion irréductible de la subjectivité. Celle-ci se niche subrepticement dans son intention, ses errements, les tâtonnements, les abandons mais aussi dans les trouvailles singulières. L'historien est censé choisir la rationalité même de l'histoire qu'il ne souhaite pas laisser dans l'indéterminé, pour la relier au jugement d'importance tel qu'il préside à la sélection des événements et des facteurs de causalité. En éliminant l'accessoire et l'inutile, le chercheur crée de la continuité. Elle est tributaire d'une conception vulgaire du témoignage, phénomène qui serait venu le dernier, le moins permanent, le plus exceptionnel dans l'ordre général du monde tel que l'a représenté Brodel dans son effort pour désenchevêtrer et ordonner ses déterminismes. Dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, ce sont l'action permanente du cadre méditerranéen, les forces particulières de la deuxième moitié du XVIe siècle et le flux des événements. L'histoire a pour tâche de nommer ce qui a changé, qui est aboli et qui fut autre. Est-ce pour cette raison et l'impact de ce livre sur la vie autour de la Méditerranée que notre famille s'est précipitée vers son rivage avec l'enthousiasme des enfants qui n'ont encore rien vu, et la fougue de la jeunesse qui n'a encore rien vécu? Je ne le pense pas car aucun de nous n'avait la moindre idée sur l'auteur de cette description, de cette thèse et de sa proximité entre le réel et l'affabulation qu'inspirait cette œuvre. On parle de jugement d'importance pour signifier que le classement des événements par ordre de pertinence ou d'importance obéit au désir de l'historien de classer par une sélection appropriée les faits, en fonction de l'impact qu'ils exercent sur le déroulement de la vie, et celui des phénomènes les plus visibles qu'il ait été donné de constater par les témoins présents lors de leur advenue. Le jugement d'importance s'adosse à celui de la causalité. Elle désigne le phénomène venu en dernier, le moins permanent, le plus exceptionnel sous forme de constellation de forces à évolution lente ou de structure permanente. Encore s'agit-il de les comprendre rationnellement en les reconnaissant et les identifiant, surtout en nommant ce qui a changé,
ce qui est aboli et ce qui est devenu autre à l'occasion d'actions intentionnelles ou de processus inspirés par le déterminisme ou le hasard. Cette mouvance se produit sous l'influence du temps au cours duquel s'accomplit l'éloignement de soi, l'étirement, la distension ou au contraire le bouleversement, le basculement ou la juxtaposition par effet de culbute ou d'accélération de la conscience du passage du temps. Pour accomplir ces prouesses, ces variations successives, alternées du temps, la conscience doit se livrer à une gymnastique temporelle faite de phases alternées d'approche et de distanciation par un imaginaire en perpétuel mouvement et alerte. Salut à la Méditerranée. Au moment où nous prenions pied au bord du bassin méditerranéen, au seuil de la Deuxième Guerre mondiale et en pleine guerre d'Espagne, les risques de conflit devenaient menaçants sans que quiconque en eût parlé autour de moi. Ces événements n'étaient pas anodins. Ils méritaient au moins une évocation de la part des adultes qui évoluaient dans mon entourage, ne serait-ce que dans le milieu scolaire. Ce dernier gardait un silence épais sur un conflit qui se déroulait à faible distance de la France. Ce pays est connu pour favoriser le concept de citadelle du silence à préserver dans son isolement, contre toute intrusion du monde extérieur. Cette politique n'était pas sans conséquences, ne serait-ce que par l'afflux des réfugiés et de la construction des camps de concentration suscités en particulier dans le sud du pays. Leur apparition préfigurait les futurs camps de la mort qu'Hitler préparait, pour y accueillir les Juifs dont il avait promis de se débarrasser en vue de la réalisation définitive de la solution finale. Cet événement ne pouvait avoir été considéré comme un non-événement de la part des émigrés présents en France, et en particulier de ceux qui s'étaient établis dans le pourtour méditerranéen. Il était géographiquement plus que politiquement proche des sites d'enfermement des opposants espagnols au fascisme dans leur pays, sous l'égide du Caudillo, incarné par la personne indifférente d'un général espagnol sans couleur ni saveur. Le gouvernement français n'avait pas hésité à signer un accord avec lui, en février 1939, précédé de sa reconnaissance en même temps que celle paraphée par la Grande-Bretagne. Que tous ces faits historiques n'aient eu aucune répercussion sur la vie des immigrés en France me laisse pantois. Ils préfiguraient leur attitude politique et existentielle quelques années plus tard. Ils devaient se solder par l'extermination et le gazage. Une telle attitude négative devant l'inéluctable pose la question de la lucidité moins devant la rencontre avec la mort que celle de la date estimée de sa survenue. Est-ce une mesure de sauvegarde ? Est-il raisonnable de vivre avec la prescience permanente de la mort ? Ou doit-on la chasser de son esprit pour éviter d'être constamment ébranlé par son immanence ? Comment rester silencieux, sans réaction devant la tragédie espagnole, devenue au fil de son déroulement, l'image polymorphe d'un charnier ? Toutes les erreurs dont l'Europe achève de mourir et qu'elle essaie de dégorger dans d'effroyables convulsions, viennent y pourrir ensemble. Un tel cloaque, image de ce que sera demain le monde, écrit à l'époque Georges Bernanos, dans Les grands cimetières sous la lune. Déjà la guerre d'Espagne. Sans doute, la succession des affrontements du XXe siècle était-elle le prélude à des guerres étendues au monde entier ? Constituait-elle un record de mortalité si l'on comptabilise celles qui résultent des guerres européennes, des génocides de toutes sortes, commis au nom d'idéologies fumeuses et dont les victimes se sont entassées dans des espaces de non-droit et de non-vie même au-delà des frontières de ce continent ? Ce furent les conflits menés au nom de la colonisation puis de la décolonisation, de l'apport illusoire du bonheur au peuple, de l'effacement du servage au profit de la liberté, de la libération des esclavages imposés par un capitalisme sauvage ou un totalitarisme aveugle. Ils étaient empreints d'une violence d'autant plus grande qu'ils se réclamaient de la construction de sociétés du savoir. Sous cette égide, ces dernières se profilaient derrière la silhouette de la rationalité. Elle était destinée à relier les trois cercles de la culture sous l'emblème commun d'une société civile internationale et de réseaux professionnels transnationaux, chers à la rêverie de Toynbee. Les tragédies et fléaux ont marqué les dernières décennies par des massacres intercommunautaires, comme essor rapide du crime organisé et de la violence. Ils se sont signalés par le terrorisme, les crises financières, l'extension de la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. La mondialisation a suscité par nécessité les prémices d'une mondialisation du droit. La création de la Cour pénale internationale en constitue un premier signe annonciateur.
Cette dernière, en tant que juridiction permanente, avait été chargée de juger des personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Pour la première fois, la morale officielle allait faire son entrée dans l'histoire. Des jugements allaient être prononcés à l'encontre de responsables présumés ou établis de massacres, meurtres en masse, tueries par balles ou par épandage de gaz. Les crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et les Japonais seront les premiers crimes internationaux jugés comme tels. Le premier est le tribunal de Nuremberg, qui définit les notions de crimes contre la paix, crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, après lesquels une déclaration institue en parallèle le tribunal de Tokyo en janvier 1946. En 1948, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a pour la première fois reconnu la nécessité d'une juridiction internationale permanente capable de juger des atrocités telles que celles commises lors de la Seconde Guerre mondiale. À sa demande, la Commission du droit international avait rédigé des statuts dans les années 50, mais ils sont restés lettre morte. La guerre froide avait rendu la mise en place d'une Cour pénale internationale impossible. Toutes ces données, ces événements, ces faits, je ne les connaissais pas au moment où ils se sont déroulés. Cette ignorance, j'ai toujours l'excuse, le prétexte d'avoir été trop jeune pour en avoir pris conscience. Cette dernière avait été mise en sommeil, en hibernation par un entourage qui devait entrer de force dans ma bulle, blindé par des couches successives de protection garanties comme étanches avant de parcourir les réseaux de mes neurones en pleine élaboration, mise en place et construction. Qui en avait peur au point de vouloir les enfouir sous des profondeurs abyssales, comme les services de radioprotection prévoient de le réaliser par un confinement garantissant l'isolement des déchets radioactifs pendant une période de temps assez prolongée, pour atteindre l'extinction de toute radioactivité. Avait-on peur que mon cerveau soit devenu un site de stockage d'une activité aussi durable que celle des déchets ultimes ? J'ai commencé à être intrigué par la suite donnée à ce projet, lorsque passant en voilier au large des îles de Trinité et Tobago, j'ai eu connaissance du rôle joué par son Premier ministre qui avait déjà proposé à cette époque, en 1989, la création d'une Cour pénale internationale afin de juger les crimes liés au trafic de drogue. Pour qui connaît cet îlot de paix et de calme en plein milieu des Caraïbes, l'innovation politique proposée en son sein apparaît comme la voie d'un au-delà de charme exotique à diffuser dans l'univers par les courants des alizés portant du nord au sud les messages de paix, contournant les îlots de sable sur lesquels se déploient les populations joyeuses de vivre sous l'ombre des palmiers, les danses des autochtones et les rythmes des orchestres embrassent. En 1995, un petit groupe d'organisations non gouvernementales, ONG, a fondé la Coalition pour la Cour pénale internationale, CCPI, afin de coordonner la mise sur pied d'un cadre légal soutenant l'établissement du statut de Rome, puis sa signature par un nombre de plus en plus grand de pays. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.